La porte claqua comme un coup de tonnerre dans l'appartement exigu du Marais, et Timothée sentit son cœur s'emballer avant même de comprendre pourquoi. Debout dans le salon encombré de livres et de vinyles usés, il fixait son frère cadet, Florian, dont le visage pâle luisait sous la lumière crue de l'ampoule nue. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires » hurla Florian, la voix brisée, un journal intime serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Timothée recula d'un pas, les mots qu'il avait lus dans ces pages volées lui brûlant encore la gorge, des confessions chuchotées à l'ombre d'un amour interdit, des nuits solitaires hantées par le poids d'un secret trop lourd pour un garçon de 22 ans. Il avait cru que leur lien fraternel, forgé dans les ruelles pavées de Lyon où ils avaient grandi, était indestructible. Mais ce soir-là, sous le ciel plombé de Paris, tout bascula dans un abîme de silence brisé. Leur mère, Élise, avait toujours dit que les Moreau étaient une famille de gardiens de secrets. Née dans le Vaucluse, elle avait élevé ses 2 fils seuls après la disparition mystérieuse de leur père, Henri, parti un matin d'automne 2005 sans un mot, emportant avec lui les ombres d'une vie qu'il n'avait jamais expliquée. Timothée, l'aîné de 30 ans, avait hérité de cette charge invisible, architecte prometteur dans une firme du boulevard Saint-Germain, il protégeait Florian comme un rempart contre le monde. Florian, étudiant en littérature à la Sorbonne, vivait dans l'appartement familial du Marais, un cocon de murs ocrés de plantes grimpantes où les rires masquaient les failles. Ce n'était pas par méfiance que Timothée avait ouvert ce carnet relié de cuir noir, trouvé par hasard sous le lit de son frère lors d'un rangement forcé. Florian rentrait tard ces derniers temps, les yeux cernés, un sourire fugace aux lèvres qui n'atteignaient pas ses yeux verts hérités de leur mère. « Qu'est-ce qui te ronge, petit » avait-il demandé un soir, autour d'un verre de Côtes-du-Rhône tiède. Florian avait haussé les épaules, murmurant un rien qui sonnait comme un mur. Les pages défilaient sous les yeux de Timothée comme un film en accéléré, des descriptions fiévreuses d'un corps masculin, des baisers volés dans les jardins du Luxembourg, un prénom répété comme une litanie, Alexandre. Il me voit, vraiment me voit, pas comme les autres qui détournent le regard. Timothée avait refermé le carnet d'un geste sec, le cœur cognant contre ses côtes. Son frère était gai. Pas une surprise totale où des indices flottaient dans l'air depuis l'adolescence, ses regards trop longs sur les acteurs de cinéma, ses soirées solitaires à feuilleter des revues d'art. Mais le lire, noir sur blanc, c'était comme trancher une veine, du sang fraternel qui coulait, révélant des veines cachées. Florian se tenait là, tremblant, ses boucles châtaines collées par la sueur. « Tu ne comprends rien, Tim. » « Rien du tout. » Sa voix se cassa sur le dernier mot, et il se laissa tomber sur le canapé défraîchi, les épaules voûtées. Timothée s'approcha, hésitant, luttant contre l'envie de le serrer dans ses bras comme quand ils étaient enfants, fuyant les colères d'Henri. « Je veux juste t'aider. Pourquoi tu ne m'as rien dit? On est des frères, bon sang. » Les mots restèrent suspendus, lourds comme le brouillard automnal qui enveloppait Paris. Florian releva la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Parce que tu es comme papa. Tu protèges, tu décides, mais tu ne demandes jamais ce que je ressens vraiment. » La comparaison frappa Timothée comme une gifle. Henri, avec ses silences interminables, ses absences prolongées au garage où il réparait des motos comme pour fuir la maison. Était-ce cela, l'héritage? Des hommes qui aimaient en cachette, qui se noyaient dans leur non-dit? Cette nuit-là, ils ne dormirent pas assis dos à dos sur le balcon étroit, face aux lumières clignotantes de la ville, ils parlèrent pour la première fois de l'absence d'Henri. Florian avoua ses doutes, ses peurs, la Sorbonne, avec ses amphis bondés où il se sentait invisible, Alexandre, ce peintre rencontré lors d'une expo à Montmartre, qui lui avait offert un monde de couleurs vives. Il me fait sentir vivant, Tim. Pas comme un fantôme dans cette famille. Timothée écouta, le cœur serré, réalisant que son rôle de grand frère l'avait aveuglé. Il promit de rencontrer Alexandre, de soutenir Florian, de briser le cycle des silences. Mais au fond de lui, une ombre persistait. Le lendemain, en fouillant machinalement dans les affaires d'Henri ou une boîte oubliée dans le grenier familial lors d'un voyage à Lyon, Timothée trouva une lettre jaunie, adressée à mon amour perdu. Les mots, tracés d'une main tremblante, parlaient d'un regret infini, d'un baiser volé dans les vignes du Luberon, d'un homme nommé Laurent qui avait emporté le cœur d'Henri loin de sa famille. Le choc le cloua sur place, leur père était gai, lui aussi. Et il avait fui pour cela. De retour à Paris, Timothée rangea la lettre, le secret trop lourd pour le partager immédiatement. Il observa Florian avec une tendresse nouvelle, mêlée d'une peur sournoise. Comment annoncer à leur mère, cette femme au rire franc et aux yeux fatigués, que les silences de son mari n'étaient pas ceux d'un ouvrier las, mais d'un amant déchiré? Et si cette vérité, une fois lâchée,
emporter tout avec elle? Les jours suivants s'écoulèrent dans une trêve fragile. Timothée invita Alexandre à dîner, un soir pluvieux de novembre. Le jeune homme arriva avec un bouquet de chrysanthèmes orangés, ses cheveux roux en bataille sous un bonnet de laine. « Florian parle souvent de toi, » dit Timothée en serrant sa main, forçant un sourire. Le repas fut un ballet maladroit, rire forcé autour d'un coq au vin, regard complice entre les amants qui piquaient Timothée comme des aiguilles. Alexandre était charmant, avec son accent du sud-ouest et ses histoires de toiles inachevées, mais Timothée y décelait une faille ou une hésitation dans la voix quand Florian évoquait l'avenir. « Tu comptes lui dire pour nous ?» demanda Alexandre à voix basse, alors que Timothée lavait la vaisselle. « Pour la famille, je veux dire. » Timothée hocha la tête, l'eau chaude coulant sur ses mains comme des larmes. « Bientôt. Élise doit savoir. » Mais au fond, il tergiversait. La lettre d'Henri pesait dans sa poche comme un talisman maudit. Florian, lui, rayonnait. Pour la première fois depuis des mois, il sortait sans ce manteau de solitude. Il se promenait le long de la Seine, main dans la main avec Alexandre, riant des touristes emmitouflés. Timothée les suivait à distance, un sourire aux lèvres, mais le cœur noué. Il se rappelait ses propres amours fugaces au clair, la collègue aux yeux bleus, qu'il avait quittée pour un horizon plus vaste. Était-ce cela, l'amour vrai? Cette vulnérabilité qui exposait les tripes? Un soir, alors que la neige saupoudrait les toits de Paris pour la première fois, tout vola en éclats. Timothée rentra plus tôt d'un chantier à Versailles, trouvant l'appartement plongé dans une pénombre épaisse. Des voix étouffées filtraient de la chambre de Florian, des sanglots, entrecoupés de murmures rageurs. Il poussa la porte, et le monde s'effondra. Florian était assis par terre, dos au mur, Alexandre debout face à lui, les poings serrés. « Tu m'as menti. » Surtout, criait Alexandre, sa voix rauque de trahison. Sur le lit, éparpillés comme des confettis maudits, des photos jaunies, Henri, jeune et souriant, enlacé avec un homme aux traits familiers Laurent. Et une note manuscrite, « Papa n'est pas parti. Il est mort pour nous protéger. » Timothée sentit ses jambes flageoler. La vérité, celle qu'il avait eue, éclatait au grand jour, non par sa bouche, mais par celle d'Alexandre. Comment? Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans un flash douloureux, Alexandre était le fils de Laurent. Et Florian, dans un élan de confiance, avait partagé le secret familial, pensant unir les passés brisés. Mais la révélation avait tout fissuré. Alexandre se tourna vers Timothée, les yeux flamboyants de colère contenue. « Ton frère m'a tout raconté. Sur Henri, sur la lettre. Et maintenant? Vous cachez ça depuis des années, comme si c'était une honte. » Sa voix résonna dans la pièce étroite, faisant vibrer les vitres embuées. Florian, prostré, leva un regard implorant vers son frère. « Tim. Je voulais te protéger. J'ai trouvé la boîte à Lyon, avec maman. Je pensais que si je parlais à Alexandre, on pourrait guérir ça ensemble. » Timothée s'effondra sur le bord du lit, les photos en main. Henri, si vivant sur ces images en noir et blanc, un pique-nique dans les champs de lavande, Laurent riant à une blague oubliée, leurs mains entrelacées avec une tendresse évidente. La lettre, qu'il avait relue 100 fois en secret, prenait une dimension nouvelle, « Je pars pour ne pas vous détruire. Mon amour pour lui est plus fort que ma peur, mais votre mère mérite mieux que des mensonges. » Henri n'avait pas fui, il avait choisi l'exil pour préserver l'illusion d'une famille intacte. Et il était mort seul, d'un accident de moto dans les Alpes, 2 ans après son départ, sans jamais revenir. « Tu aurais dû me le dire, » murmura Timothée, la voix éraillée. Pas à Florian, à lui-même, à l'ombre de leur père. Alexandre, le souffle court, ramassa son manteau. « Je ne peux pas rester ici. Pas avec ces secrets qui pourrissent tout. » Il quitta l'appartement en claquant la porte, laissant un vide glacial. Florian se releva d'un bond, courant derrière lui dans l'escalier sombre. « Attends. S'il te plaît, c'est pas ce que tu crois. » Timothée les suivit, le cœur battant à tout rompre. Dehors, la neige tombait en flocons paresseux, couvrant les pavés d'un manteau blanc et impitoyable. Alexandre marchait vite, silhouette noire contre les lumières des bistrots fermés. Florian le rattrapa sous un porche, l'attrapant par le bras. « Je t'aime, Alex. Ne pars pas à cause de ça. C'est le passé, pas nous. » Les mots, prononcés d'une voix brisée, flottèrent dans l'air froid. Alexandre se retourna, les larmes traçant des sillons sur ses joues rougies. « Le passé ?
Ton père a brisé ma famille pour le même amour que nous. Laurent est mort d'un chagrin qu'il n'a jamais surmonté. Et toi, tu me balances ça comme un fardeau? Timothée s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Alexandre. Écoute-le. Nous ne sommes pas nos pères. Laisse-nous réparer ça. Mais Alexandre secoua la tête, le regard durci par la douleur. Réparer? En mentant encore? Florian, tu m'as promis la vérité, et voilà que ton frère surgit comme un fantôme. Il s'éloigna dans la nuit, sa silhouette se fondant dans la brume neigeuse. Florian s'effondra à genoux sur le trottoir, un sanglot déchirant sa gorge. Timothée s'agenouilla à ses côtés, l'enlaçant pour la première fois depuis l'enfance, leur corps secoués par le même tremblement. Ils rentrèrent en silence, le poids de la trahison non pas celle d'Alexandre, mais celle des silences familiaux les écrasant comme la neige accumulée. Assis à la table de la cuisine, une bouteille de calvados entre eux, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Florian confia ses nuits hantées par l'ombre d'Henri, « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Maman pleurait en cachette, et toi, tu faisais semblant que tout allait bien. J'ai voulu être fort, comme toi. » Timothée rit amèrement. Fort? Je suis un imposteur, Flo. J'ai vu la lettre et je l'ai enterrée, par peur de tout perdre. Le lendemain, Paris se réveilla sous un manteau immaculé, les rues du Marais figées dans une beauté éphémère. Timothée appela Élise, sa voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. « Maman, il faut qu'on parle. De papa. De tout. » Elle arriva en fin d'après-midi, emmitouflée dans un manteau de laine grise, ses cheveux poivre et sel noués en chignon lâche. Son regard, vif comme celui d'une vigneronne du Luberon, balaya l'appartement avant de s'arrêter sur ses fils. Ils s'assirent dans le salon, une théière fumante entre eux comme un pont fragile. Timothée posa la lettre sur la table, les photos à côté. Élise la prit, ses mains ne tremblant pas, « Je le savais, » dit-elle simplement, la voix douce comme un vent d'été. Les garçons sursautèrent. « Quoi ?» balbutia Florian. Elle sourit, un sourire teinté de tristesse infinie. « Henri m'a tout avoué, une nuit d'orage, avant de partir. Son amour pour Laurent, sa peur de nous blesser. J'ai choisi de le laisser aller, pour qu'il soit heureux. Et pour nous, j'ai bâti un mur de silence, pensant que c'était la plus belle preuve d'amour. » La révélation frappa comme une lame. Élise n'était pas la veuve trompée, elle était la gardienne d'un secret partagé, une femme qui avait aimé assez fort pour libérer l'homme qu'elle chérissait. « Mais pourquoi ne pas nous le dire ?» demanda Timothée, la voix rauque. « Parce que vous étiez si jeune, si vulnérable. » Et Florian. Elle se tourna vers son cadet, les yeux humides. « Je voyais en toi l'écho de ton père. Cette douceur, cette sensibilité. J'avais peur que le monde te brise, comme il l'a brisé lui. » Florian pleura alors, des larmes libératrices qui lavèrent des années de doute. Timothée, pour la première fois, sentit une fissure dans son armure, la tendresse pour son frère, mêlée à une admiration nouvelle pour leur mère. Ensemble, ils brûlèrent les photos dans la cheminée éteinte, un rituel païen sous le regard bienveillant d'Élise. « À partir de maintenant, plus de silence, » déclara-t-elle, serrant leurs mains. « Seulement des vérités, même si elles saignent. » Mais la paix fut de courte durée. Alexandre, dans sa fuite, avait laissé un message sur le répondeur de Florian, « Je ne peux pas. C'est trop. » Le cœur de Florian se serra comme dans un étau. Il passa les jours suivants à errer dans Paris, visitant les lieux de leurs souvenirs, le café de la Contrescarpe où ils s'étaient embrassés pour la première fois, le atelier d'Alexandre à Belleville où des toiles inachevées attendaient un pinceau absent. Timothée l'accompagnait, silencieux complice, apprenant à lâcher prise. Un après-midi, alors qu'il flânait dans les allées du jardin des plantes, Florian s'arrêta net devant une sculpture de deux amants enlacés en marbre blanc. « Et si c'était fini, Tim? Si mon amour était comme celui de papa condamné à l'exil ?» Timothée posa une main sur son épaule. « Alors on affronte ça ensemble. Comme une famille. » Ce soir-là, Timothée prit une décision radicale, il contacta l'ami de longue date d'Henri, un ancien collègue du garage nommé Paul, qui vivait encore à Lyon. « Racontez-moi tout sur Laurent » implora-t-il au téléphone. Paul hésita, puis parla, des amours volés dans les usines grises des années 90, une maladie fulgurante qui avait emporté Laurent en 2010, Henri veillant à son chevet jusqu'au bout. « Votre père n'a jamais regretté. Il disait que l'amour vrai vaut tous les silences. » Armé de ces vérités, Timothée organisa une rencontre. Il traqua Alexandre jusqu'à son atelier,
frappant à la porte close sous un ciel d'ardoise. Quand l'artiste ouvrit, le visage marqué par l'insomnie, Timothée lui tendit une enveloppe. « Lis ça. C'est la fin de l'histoire que tu fuis. » À l'intérieur, une copie de la lettre d'Henri, annotée par Élise, « L'amour n'est pas une trahison. C'est une lumière dans le noir. » Alexandre lut en silence, ses épaules s'affaissant. « Pourquoi me donner ça ?» Timothée haussa les épaules. « Parce que Florian t'aime. Et parce que les silences de nos pères ne doivent pas être les nôtres. » La porte se referma doucement, mais Timothée savait que les mots avaient planté une graine. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contenues, un pas de deux fragiles entre pardon et oubli. Florian reprenait ses cours à la Sorbonne, mais ses pas résonnaient creux dans les couloirs gothiques, son esprit vagabondant vers l'atelier d'Alexandre. Timothée, de son côté, plongeait dans son travail avec une ferveur nouvelle, des plans pour un mémorial discret dans le Luberon, un jardin des amours perdus où les vignes entrelacées symboliseraient les liens invisibles. Élise rentra à Lyon, emportant avec elle la promesse d'un Noël réuni, mais ses appels nocturnes trahissaient une solitude ravivée. Un matin de décembre, alors que le gel picotait les vitres du Marais, Florian reçut un paquet anonyme, une toile roulée, signée d'une main tremblante. Il l'ouvrit sur le sol du salon, le souffle court. C'était lui et Alexandre, capturés dans un baiser sous la pluie de Montmartre, les couleurs vives contrastant avec les gris environnants. Au dos, une note, les silences blessent, mais les couleurs guérissent. Reviens-moi. Ah. Les larmes coulèrent, chaudes et libératrices. Florian courut à travers Paris, le tableau sous le bras comme un bouclier, slalomant entre les passants emmitouflés et les étals de marron chaud. L'atelier d'Alexandre, niché dans une cour cachée de Belleville, était ouvert cette fois, la porte entrebâillée comme une invitation. À l'intérieur, l'air sentait la térébenthine et le regret. Alexandre se tenait devant un chevalet vierge, pinceau en main, le dos tourné. « Tu es venu, murmura-t-il sans se retourner, la voix rauque. Florian posa la toile contre le mur, s'approchant lentement. « Tes couleurs. Elles m'ont manqué. » Ils se firent face, le silence entrechargé d'électricité. Puis, d'un geste impulsif, Florian l'attira contre lui, leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé de larmes et de promesses. « Pardon, chuchota Alexandre contre sa peau. J'ai eu peur. De revivre la douleur de nos pères. » Florian secoua la tête. « On n'est pas eux. On est nous. » Timothée, informé par un texto laconique où tout va bien. « Merci. » Sourit pour la première fois depuis des semaines. Il erra seul dans les rues, s'arrêtant à un café anonyme pour commander un café serré. C'est là que son regard croisa celui d'un inconnu, un homme aux yeux noisettes, la quarantaine athlétique, un livre de Proust ouvert sur la table. « Vous lisez fort, dit Timothée, un sourire en coin. » L'homme rit. « Et vous regardez intensément. » Son nom était Julien, galeriste dans le 6e arrondissement, avec une douceur qui désarma Timothée. Leur conversation s'étira jusqu'à la nuit, passant des madeleines de mémoire au silence des amours passés. Julien écouta l'histoire des Moreau sans jugement, sa main effleurant celle de Timothée sous la table. « Les familles sont des toiles inachevées, dit-il. Il faut oser peindre les ombres pour voir la lumière. » Pour la première fois, Timothée se sentit vu, non comme le protecteur, mais comme un homme aux failles béantes. De retour à l'appartement, il trouva Florian et Alexandre enlacés sur le canapé, un vinyle de Brassens tournant en fond. « Rejoins-nous pour le réveillon, demanda Florian, les yeux pétillants. Timothée hésita, puis hocha la tête. Avec un invité, peut-être. Le clin d'œil de son frère le fit rire, un son pur, libéré. Le Noël au Luberon fut un baume sur les plaies ouvertes. La maison d'Élise, nichée au pied des collines violettes, embaumait la lavande séchée et le gigot rôti. Alexandre arriva avec Julien, un duo improbable qui fit fondre la glace, des toasts portés à Henri et Laurent, des histoires partagées autour du feu crépitant. Élise, rayonnante dans sa robe de laine rouge, serra Alexandre contre elle. « Bienvenue, fils. Les Moreau ont de la place pour les cœurs brisés. » Sous les guirlandes scintillantes, Florian et Alexandre dansèrent un slow maladroit sur la bohème, leur corps se mouvant comme une promesse. Timothée, Julien à ses côtés, observa la scène avec une tendresse infinie. « C'est ça, la famille, murmura Julien, son souffle chaud contre son oreille. Pas parfaite, mais vraie. Mais le destin, capricieux comme un mistral provençal, réservait encore un coup. » Le lendemain, alors que la famille pique-niquait dans les vignes gelées,
un appel de Paul, l'ami d'Henri, brisa l'idylle. J'ai trouvé quelque chose. Une lettre, adressée à Élise. Laurent l'avait gardée. Timothée prit le combiné, le cœur serré. Paul lut à voix haute, « Si je pars, c'est pour qu'il vive libre. Dis à mon fils, un jour, que l'amour n'a pas de chaîne. » Élise pâlit, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « C'est fini, les chaînes. On les brise aujourd'hui. » Ce soir-là, autour de la table basse, elle organisa une veillée, des bougies allumées pour Henri et Laurent, des mots écrits sur du papier fin et brûlés dans les flammes. Florian parla le premier, sa voix ferme, « Père, je suis comme toi. Et je suis fier. » Alexandre ajouta, « Merci de nous avoir appris à aimer sans peur. » Timothée, la gorge nouée, murmura, « On t'aime, malgré tout. » Julien, discret observateur, serra la main de Timothée sous la table. Leur premier baiser eut lieu plus tard, sous les étoiles du Luberon, un effleurement timide qui goûtait la liberté. De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais transformée. Florian et Alexandre emménagèrent ensemble dans un petit appartement près du canal Saint-Martin, un nid de couleurs et de rire. Timothée, inspiré, lança son projet de mémorial, un jardin clos où des plaques anonymes portaient des témoignages d'amour cachés. Pour ceux qui ont silencié, expliqua-t-il à Julien lors d'une expo inaugurale. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir de février, alors que la Seine charriait des glaçons épars, Alexandre confia à Florian un secret enfoui, Laurent n'est pas mort de chagrin. Il s'est suicidé, après la mort d'Henri. La lettre. Elle mentait pour protéger Élise. La révélation frappa Florian comme un vent glacé. Pourquoi me dire ça maintenant? Alexandre baissa les yeux. Parce que je refuse les mensonges. Mais ça fait mal, non? Florian, dévasté, courut chez Timothée, frappant à la porte à 2 heures du matin. Tout recommence, sanglotait-il, s'effondrant dans les bras de son frère. Timothée, réveillé en sursaut, l'étreignit sans un mot, Julien apparaissant dans l'encadrement, une couverture en main. Ensemble, ils veillèrent, le trio improbable devenant un quatuor quand Alexandre arriva, penaud et brisé. « Je ne voulais pas blesser, murmura-t-il. Timothée, d'une voix calme forgée dans les tempêtes familiales, répondit, « La vérité blesse, mais elle libère. Parle, maintenant. » Et Alexandre parla, des nuits d'enfance hantées par l'absence de Laurent, des lettres cachées trouvées dans un grenier, une colère refoulée contre Henri qui avait volé son père. Florian écouta, les larmes coulant, puis prit la main d'Alexandre. « On porte ça ensemble. Pas seul. » Cette nuit-là, dans l'appartement baigné de lune, ils forgèrent un pacte, plus de vérité tue. Timothée appela Élise à l'aube, lui racontant tout. Sa voix, au téléphone, fut un roc, « Viens, mon fils. On affronte les fantômes en famille. » Le printemps arriva à Paris comme une amante impatiente, dénouant les bourgeons le long des quais et infusant l'air d'un parfum de chèvrefeuille sauvage. Le mémorial de Timothée prit forme dans le Luberon, un enclos de pierres sèches entourant un olivier centenaire, ses branches tordues comme des bras tendus vers le ciel. Les plaques, gravées de mains anonymes, portaient des mots simples, à l'amour qui a osé, silence transformé en chant. L'inauguration, un dimanche d'avril ensoleillé, attira une foule disparate des familles provençales, des activistes parisiens, Élise au premier rang, un foulard bleu autour du cou. Florian et Alexandre arrivèrent main dans la main, leurs alliances neuves à un anneau d'argent mat gravé d'une vigne entrelacée scintillant sous le soleil. Ils s'étaient fiancés lors d'une escapade à Nice, sur la promenade des Anglais, avec pour témoin le bruit des vagues et le sel sur leurs lèvres. C'est officiel, avait annoncé Florian à Timothée par vidéo, les yeux brillants. Tu seras mon témoin. Timothée, feignant l'émotion, avait répondu, seulement si Julien est le tien. Julien s'était glissé dans la vie de Timothée comme une évidence, des dîners aux chandelles dans des bistrots du 5e, des week-ends à vagabonder dans les forêts de Fontainebleau, où leur corps se découvrait avec une urgence douce. Tu es mon encre, murmurait Julien lors de leurs étreintes, ses doigts traçant les cicatrices invisibles de Timothée. Pour la première fois, l'architecte se permit d'aimer sans rempart, laissant les silences de son passé se dissoudre dans les rires partagés. À l'inauguration, Élise prit le micro, sa voix portant comme un vin de terroir. Ce jardin n'est pas un tombeau. C'est un berceau pour les amours qu'on a tues trop longtemps. Elle évoqua Henri et Laurent sans nommer, mais tous comprirent, une histoire d'amour provençal, brisée par les conventions des années 80, mais renaissant aujourd'hui en ses fils. La foule applaudit, des larmes coulant librement. Florian,
serrant la main d'Alexandre, sentit une paix profonde l'envahir, le poids des générations se levant de ses épaules. Pourtant, le destin tissait encore ses fils invisibles. Quelques jours plus tard, alors que Timothée supervisait les finitions du mémorial, un inconnu s'approcha, une femme d'une cinquantaine d'années, les traits marqués par le soleil du midi, un médaillon ancien au cou. « Vous êtes le fils d'Henri Moreau ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Timothée hocha la tête, méfiant. « Je suis Marie, la sœur de Laurent. J'ai lu dans le journal local. » Elle lui tendit une boîte en carton, usée par les ans. À l'intérieur, des reliques, un carnet de poèmes écrits par Laurent pour Henri, des photos inédites d'un voyage en Italie, et une lettre scellée adressée à les fils de mon amour. Timothée l'ouvrit sur place, sous le regard bienveillant de l'olivier. Les mots de Laurent, fluides et passionnés, parlaient d'un regret non pas d'avoir aimé, mais d'avoir fui la famille élargie. Dites à Élise que je l'ai aimée comme une sœur. Et à vos pères, que leur amour vit en vous. Bouleversé, Timothée appela immédiatement Florian. Viens au Luberon. Il y a du nouveau. Son frère arriva le soir même, Alexandre au volant d'une vieille Citroën cabossée. Ensemble, ils lurent la lettre à la lueur d'une lampe tempête, les étoiles provençales comme témoins. C'est comme si les fantômes nous bénissaient, murmura Florian, une larme roulant sur sa joue. Alexandre, ému, l'embrassa doucement. Ou nous libérait. Élise les rejoignit le lendemain, Marie à ses côtés ou une rencontre orchestrée par le destin, deux veuves se serrant dans les bras comme de vieilles complices. On a perdu des années, dit Élise, mais regardez ce qu'on a gagné. Le dîner ce soir-là fut un festin de rires et de confessions, Marie raconta les facéties de Laurent, sa passion pour la peinture, son frère Henri qui chantait Faumet avec cœur. Pour la première fois, les silences se muèrent en chant. À Paris, la vie fleurissait. Florian et Alexandre préparaient leur mariage pour l'été, une cérémonie intime dans les vignes du Luberon, avec pour invités Élise, Timothée, Julien et Marie. Timothée, quant à lui, proposa à Julien lors d'une croisière sur la Seine, un genou à terre sous les ponts illuminés, une bague ornée d'un olivier miniature. « Veux-tu partager mes silences ? Et mes cris ?» Julien, les yeux rieurs, répondit, tous les jours. Mais au cœur de cette joie, un conflit couva. Alexandre, hanté par l'héritage de son père, commença à douter, des nuits agitées où il se réveillait en sueur, murmurant « et si on recommence le cycle ?» Florian, patient, le rassurait, mais la graine de l'insécurité germait. Un soir, lors d'une dispute anodine, un retard au dîner, un oubli de course, Alexandre explosa « Tu ne comprends pas. J'ai peur que notre amour soit maudit, comme le leur. » Florian, blessé, quitta l'appartement, errant jusqu'au pont des Arts où des cadenas d'amoureux tintaient comme des promesses brisées. Il appela Timothée, la voix chevrotante « Il me repousse. À cause du passé. » Timothée arriva en taxi, le trouvant assis sur le parapet, les pieds dans le vide symbolique. L'amour n'est pas une malédiction, Flo. C'est un choix. Tous les jours. Ils parlèrent jusqu'au lever du soleil, les lumières de la ville s'estompant pour laisser place à un aube rosée. Timothée confia ses propres doutes avec Julien, il voyage beaucoup pour ses galeries. Et si un jour? Florian secoua la tête. Alors on choisit de rester. Comme maman l'a fait. De retour chez lui, Florian affronta Alexandre, non avec colère, mais avec une vulnérabilité nue. Si tu as peur, on affronte ensemble. Mais ne me ferme pas la porte. Alexandre, les yeux rougis, s'effondra dans ses bras. Pardon. C'est juste. L'idée de te perdre. Leur réconciliation fut un feu doux, décor entrelacé qui scellait un pacte, thérapie de couple, des lettres écrites chaque semaine comme Laurent et Henri, un engagement à briser les chaînes avant qu'elles ne se forment. Timothée, inspiré, intégra une nouvelle plaque au mémorial, à l'amour qui choisit la lumière. Julien, lors d'une expo commune, exposa les toiles d'Alexandre aux côtés de sculptures inspirées des vignes, un dialogue d'art qui attira les critiques, célébrant les amours queer comme un patrimoine provençal vivant. L'été approcha, chargé de promesses. Élise, revigorée, rouvrit la petite auberge familiale au Luberon, un havre pour les voyageurs en quête de racines. Pour les âmes errantes, dit-elle en riant. Marie devint une habituée, apportant des recettes du midi et des histoires qui tissaient les familles en une seule toile. Pourtant, juste avant le mariage, un orage éclata au littéral et figuré. Julien annonça un poste à New York, une opportunité galériste qui le tentait. 6 mois, maximum, promit-il à Timothée,
lors d'une promenade sous la pluie battante. Mais le cœur de l'architecte se serra, et nous? Les silences à distance. Julien l'embrassa, la pluie ruisselant sur leur visage. On choisit l'amour. Toujours. Florian, apprenant la nouvelle, organisa une soirée anti-silence, un barbecue sur les berges de la Seine, avec Élise cuisinant des aïolis et Marie chantant des airs occitans. Anouk porta Florian un toast, sa main dans celle d'Alexandre. Timothée, Julien à ses côtés, sentit une chaleur profonde, la famille, non plus un poids, mais un filet de sécurité. Le jour du mariage arriva sous un ciel d'azur provençal, les vignes lourdes de raisins mûrs ondulant comme une mer verte. La cérémonie se tint dans le jardin du mémorial, l'olivier centenaire comme autel naturel, ses feuilles frémissant au gré d'une brise tiède. Florian, en chemise de lin blanc et pantalon beige, attendait nerveux, Alexandre approchant au bras de Marie, son costume bleu marine soulignant la courbe de ses épaules. Élise, larmes aux yeux, ajusta le nœud papillon de son fils. « Tu es beau, comme ton père l'était. » Timothée, témoin impeccable en gris perle, serra Julien contre lui avant les vœux. « Prêt pour New York, murmura-t-il. Julien sourit, un billet d'avion en poche pour la semaine suivante. « Avec toi dans mon cœur, oui. » Les mots échangés par Florian et Alexandre furent un poème vivant, « Je te choisis, dans les silences et les cris, ton amour est ma couleur, ma lumière éternelle. » La foule où une quarantaine d'âmes triées sur le volet applaudit, des bulles de savon flottant comme des rêves réalisés. Le banquet suivit sous une tonnelle fleurie, des tables chargées de tapenades, de daubes et de tartes aux figues. Élise porta un toast émouvant, à Henri et Laurent, qui nous ont appris que l'amour vrai transcende les murs. Et à vous, mes garçons, qui les avez abattus. Marie ajouta, la voix chantante, que vos vignes portent des fruits sans ombre. Rires et embrassades fusèrent, un cœur d'humanité brute et tendre. La nuit tomba, parsemée d'étoiles filantes, et les danses s'étirèrent jusqu'à l'aube. Florian et Alexandre s'éclipsèrent pour un moment volés sous l'olivier, leurs silhouettes enlacées comme sur la toile qui les avait réunis. Timothée, un verre de rosé à la main, observa avec Julien. « C'est fini, les silences » demanda-t-il. Julien secoua la tête, espiègle. « Non. Mais maintenant, on les remplit d'amour. » Les mois suivants furent un équilibre précaire. Julien partit pour New York, leurs adieux à Orly un baiser prolongé sous les néons froids. « Appelle-moi tous les soirs » murmura Timothée, la voix brisée. Les appels devinrent un rituel, des confessions chuchotées à travers l'Atlantique, des paquets de madeleines envoyés avec des notes manuscrites. Florian et Alexandre, installés dans leur nid du canal, naviguaient les eaux conjugales avec une tendresse renouvelée, consultant un thérapeute pour dénouer les nœuds paternels. Élise transforma l'auberge en un sanctuaire, des chambres thématiques inspirées des amours passés, un atelier pour artistes queer où Alexandre exposait. Marie y passa l'été, tissant des tapisseries qui racontaient les histoires de Laurent. Timothée, seul à Paris, plongea dans un nouveau projet, une extension du mémorial, un pavillon pour témoignages oraux, où les voix des survivants résonneraient. Un automne pluvieux, Julien revint, plus allé, un contrat new-yorkais en poche mais le cœur ancré à Paris. « Je refuse les silences transatlantiques » déclara-t-il, posant un genou à terre dans leur appartement du Marais non pour une bague, mais pour une clé, celle d'un loft partagé à Brooklyn, pour des allers-retours amoureux. Timothée rit, l'embrassant avec ferveur. À nous, les nomades du cœur. Florian, apprenant la nouvelle, organisa une fête surprise, un dîner aux chandelles avec Élise et Marie, des toasts à l'amour qui voyage. Mais au milieu des rires, un appel de Paul, l'ami d'Henri, apporta une ultime révélation, une donation anonyme, faite par Henri avant sa mort, pour une bourse d'études en littérature queer à la Sorbonne. Pour que les fils comme Florian n'aient plus à se taire, avait-il écrit. Les larmes coulèrent, un cercle fraternel se formant autour de la table. Papa nous a aimés, à sa façon, dit Florian, serrant la main d'Alexandre. Timothée hocha la tête, Julien contre lui. Et nous, on continue son œuvre. L'hiver revint, neigeux et doux, Paris enveloppé d'un voile blanc. La famille Moreau élargie, imparfaite se réunit pour Noël au Luberon, l'auberge pleine de lumière et de chants. Sous l'olivier du mémorial, désormais orné d'une plaque frère d'amour, ils posèrent des lanternes allumées, leurs flammes dansant comme des âmes libérées. Florian, un bébé en projet via GPA à venir, murmura à Alexandre, notre histoire commence ici. Timothée, Julien dormant à ses côtés, songea au silence d'autrefois au nom plus chêne, mais écho d'une tendresse infinie. Élise, veillant au feu,
sourit dans l'ombre, l'amour gagne toujours. Même dans les tempêtes. Et ainsi, dans les vignes éternelles du Luberon, les Moreau apprirent que les vérités, une fois dites, fleurissaient en jardins immortels. Pas de fin parfaite, mais une humanité profonde, des cœurs battant au rythme d'un pardon partagé, d'un amour qui, enfin, osait chanter.